Il n'y a presque plus de poissons dans notre fleuve, une situation due à la mauvaise pluviométrie que le Mali a connue. Pour faire face à la crise de poissons, 1 million d'alevins seront élevés dans 2 installations destinées à la pisciculture. Ces installations ont reçu ce matin la visite du ministre de l'Élevage et de la Pêche. La 3e région a depuis hier une unité de production du beurre de karité biologique et un centre de formation pour femmes. Ces infrastructures sont des dons de l'association allemande Hauser der Hoffnung. Elles ont coûté 130 millions de francs CFA à l'association. CAN 2012, le Mali devra attendre le match face au Botswana au compte de la 3e journée pour tenter de se qualifier. Les Aigles ont perdu ce soir face aux Black Stars du Ghana 0-2, mais heureusement, rien n'est encore perdu. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal que nous ouvrons avec une visite sur le terrain. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a visité ce matin 2 installations destinées à la pisciculture dans le cercle de Kati. Bokari Treta et ses proches collaborateurs étaient allés s'assurer de la disponibilité d'1 million d'alevins, nombre nécessaire pour trouver urgemment la solution au manque de poissons dans le fleuve. La visite a été suivie par Nando Dambeli. Ce sont les communes rurales de Kalabankoro et Djimandé avec respectivement la ferme de Sekouli à Ngolobogo et celle de Kiassou à Badougou-Djoliba qui ont accueilli le ministre Bokari Treta et sa délégation. La visite s'inscrit dans le cadre des dispositions à prendre pour la mise en œuvre du plan d'urgence. Un plan d'urgence initié par le gouvernement à travers le ministère de l'Élevage et de la Pêche pour pallier la crise d'aliments bétail et la pénurie de poissons dans les zones pastorales et de pêche et promouvoir le sous-secteur de la pisciculture. Les 2 pisciculteurs sont prêts à livrer chacun 100 000 alevins de tilapia au département. Toute chose qui suscite la satisfaction du ministre Treta. Le ministère de l'Élevage et de la Pêche a en charge la distribution de l'aliment bétail et l'empoisonnement des mares pour prévenir la situation difficile que nos pêcheries vont connaître cette année. Nous avons, dans le cadre spécifique de la pêche, mis à point un programme d'urgence qui consiste en l'achat massif d'alevins et l'empoisonnement des points d'eau pérennes. Je repars d'ici convaincu que si depuis le mois de décembre, quand nous parlons un peu de cette opération d'urgence, si nous avions apporté l'assistance nécessaire, peut-être seul Kiassou, sinon au plus Kiassou, Sekouli, Bokar Diallo devrait être à mesure de satisfaire la demande de 1 million d'alevins que formule notre plan d'urgence en vue de faire face aux besoins d'empoisonnement de nos mares. D'un coût d'environ 4 milliards de francs CFA, le plan d'urgence concerne 400 communes menacées de déficit d'aliments bétail et de pénurie de poissons consécutif par la mauvaise pluviométrie de la saison écoulée. Rappelons que ce plan nécessite la mise à disposition d'1 million d'alevins pour l'empoisonnement des mares pérennes à travers le pays. Activité politique du jour, le parti Convergence africaine pour le renouveau CAR a depuis ce matin son candidat à la présidentielle de 2012. Il s'appelle Cheikh Bougadari Traoré. Parmi les ambitions du candidat pour le Mali, on peut retenir le renforcement du programme de mécanisation de l'agriculture pour faire de notre pays une véritable puissance agricole. Amadou Sankaré. C'est Cheikh Bougadari Traoré qui va défendre les couleurs du parti Convergence africaine pour le renouveau CAR. Il a été investi par ses militants venus de l'intérieur tout comme de l'extérieur du Mali. Le candidat dit mesurer toute la portée de ce choix. Votre choix s'est porté sur ma modeste personne pour défendre et réaliser notre ambitieux projet pour le Mali en me désignant comme candidat pour briguer la magistrature suprême du Mali. Je mesure la difficulté de cette mission, mais je sais compter sur votre détermination, votre capacité d'imagination, d'innovation, de critique et de proposition, afin que la réussite que nous projetons soit le résultat d'un engagement collectif. Au nom de la Convergence africaine pour le renouveau, je propose aux Maliens un projet collectif, fruit de longs mois d'échanges, de discussions, de concertation avec les différentes couches socio-professionnelles de notre pays.
Dans son discours d'investiture, le candidat du parti CAR a décliné quelques axes du projet de société qu'il ambitionne pour le Mali. Ce projet que nous avons intitulé Mali sans Balagnon constitue notre agenda pour le renouveau du Mali. Au nom de ce projet politique, je m'engage avec vous à repenser les politiques d'éducation pour rendre l'école plus performante et accessible au plus grand nombre. Le projet dont j'ai la responsabilité de porter se concrétisera également par le développement d'une politique d'emploi cohérente et viable, qui mettra l'accent sur la formation continue et la formation professionnelle qualifiante. Je mettrai tout en œuvre pour réorienter la stratégie économique vers les secteurs d'avenir. Je m'engage à renforcer le programme de mécanisation de notre agriculture afin de faire du Mali une véritable puissance agricole compétitive, attractive et respectueuse de l'environnement. Enfin, Cheikh Bougadari Traoré a invité les militants de son parti à se mobiliser autour des idéaux et de rester soudés pour l'atteinte de leurs objectifs. L'UFDPL n'aura pas de candidat à l'élection présidentielle de 2012, mais elle souscrit à l'organisation du référendum constitutionnel de 2012. S'agissant de la crise sécuritaire au Nord Mali, le Parti de l'Éléphant estime que sa solution passe par la concertation des pays sahélo-sahariens. Ce sont là quelques points évoqués devant la presse par les dirigeants du Parti de l'Union des forces démocratiques pour le progrès. Boubacar Sissoko a suivi le point de presse. Les dirigeants de l'Union des forces démocratiques pour le progrès, UFDP, le Parti de l'Éléphant étaient face à la presse pour échanger. Au cours de cette conférence de presse, les sujets abordés ont trait aux préoccupations du parti, notamment les élections générales de 2012 et les réformes constitutionnelles en vue. Concernant les élections générales, couplées avec le référendum constitutionnel, le parti souscrit au principe d'organisation d'élections libres et transparentes, sans fraude et sans corruption. Quant aux réformes proposées par le président de la République, le parti les trouve pertinentes et indiscutablement salutaires pour la démocratie malienne. C'est pourquoi il a instruit à tous ses militants de voter oui au référendum du 29 avril 2012. Quant à la crise du Nord, le parti pense qu'il faudrait une solution à quatre, c'est-à-dire une concertation entre le Mali et ses voisins. Il s'agit de l'Algérie, du Niger et de la Mauritanie. Nous ne sommes pas le seul pays à détenir la solution. Il n'est pas bon qu'on s'assoie dans une salle pour dégager une solution. Seule la concertation des 4 pays que je viens de citer peut permettre de dégager une ligne de force capable de sauver la zone sahélo-saharienne, où nous nous sauvons tous ensemble, où nous échouons tous ensemble. S'agissant de la présidentielle de 2012, le parti estime qu'il n'a pas de candidat, mais qu'il soutient le candidat de l'ADEMA, un parti allié. C'est des programmes, des idées, la moralité. Il faut des hommes de bonne moralité, des hommes capables, des hommes de dignité pour conduire un pays. Disons, ça c'est la position de mon parti. Donc voilà, nous n'avons pas de candidat pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais l'histoire a fait en sorte que depuis 2002, le parti a travaillé fraternellement et cordialement avec l'ADEMA. Le point sur lequel ont insisté devant la presse les responsables, c'est l'organisation des élections transparentes et libres. Et que vaille, il faudrait qu'elles se tiennent conformément aux dates indiquées. Et puis ce communiqué de la commission de réflexion mandatée par le comité directeur national du PDS relatif à l'élection présidentielle. À l'issue de la réunion du 27 janvier 2012, la commission de réflexion, après de larges échanges, a décidé de proposer au comité directeur national que le Parti pour le développement économique et la solidarité, PDS, ne présente aucun candidat à l'élection présidentielle d'avril 2012, signé Ahmed Diané Sebega, président du parti.
Un Mali stable avec une économie prospère, un environnement sain, une culture rayonnante, c'est la vision d'un nouveau candidat à l'élection présidentielle d'avril 2012. Il se nomme Agibou Koné. L'ingénieur en génie informatique a rencontré la presse ce matin à la Maison des Jeunes pour faire cas de sa candidature. À travers 2500 comités de soutien, le candidat veut préparer un avenir radieux pour les générations futures. Nous l'écoutons au micro de Daouda Sidiki Diara. Je pense que le pouvoir doit appartenir au peuple. Le but de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et j'ai une idée pour remettre le pouvoir au peuple. C'est de réhabiliter nos structures ancestrales. Mon projet de développement économique, c'est que l'économie, ça veut dire qu'il faut faire intervenir toute la population, que chaque individu dans le pays doit travailler. C'est à travers nos anciennes structures traditionnelles, nos anciens États qui sont des familles, que nous pouvons mobiliser l'ensemble des Maliens. L'agriculture, les services et les nouvelles technologies, et que leur usage soit généralisé à l'ensemble des populations. Je veux augmenter les exportations. Je vais en finir avec l'endettement, parce qu'avec l'endettement, nous sommes en train de tout détruire, et même de vendre nos terres pour payer de la dette. Ça ne peut pas marcher. Je suis candidat aussi pour la paix, pour mettre fin définitivement à ce problème du Nord. Je vais changer la structure de ces pays pour que chaque ancien État du Mali puisse se gérer et que les chefs traditionnels de ces États-là puissent venir à Koulouba auprès de moi pour gérer ces pays, pour que les représentants de ces États-là, hommes et femmes et jeunes, viennent au Sénat pour diriger ces pays. C'est pour ça que je suis candidat. Et je pense qu'il est urgent que l'ensemble des peuples maliens me supportent. Quels sont les moyens que j'aurai pour être candidat? J'ai dit que cette démocratie est venue justement pour la liberté. La liberté veut dire que nous sommes égaux aussi pour conquérir le pouvoir. Et aujourd'hui, on ne peut pas dépendre de l'argent pour changer les Maliens. Si les Maliens veulent le changement, ils doivent se battre. Il faut qu'on développe l'éducation, il faut qu'on développe la santé. Quand je serai président, le gouvernement malien va constituer un fonds, un compte pour la santé, qui servira à traiter les pauvres comme les riches. Tout le monde sera soigné. Je vais gagner ces élections aussi pour sauver la terre, notre faune, nos arbres. Je veux qu'on mette fin immédiatement à ça, parce qu'on ne peut pas attendre définitivement que les arbres disparaissent pour agir. Assurer la vraie démocratie, qui est la participation du peuple au pouvoir. Djinkafo, le modèle de pouvoir que je prévois à travers nos structures traditionnelles jusqu'au palais de Koulouba, ce sera le débat permanent duquel personne ne peut être exclu. C'est une bataille. Et cette bataille-là, on est proche de la victoire. Voilà à l'instant Agibou Koné, candidat à l'élection présidentielle. La conférence régionale du parti CODEM s'est tenue ce matin à Kati. La rencontre a regroupé les délégués des 7 cercles de la région de Koulikoro autour des questions relatives aux forces et faiblesses du parti. Le parti compte environ 1000 élus, dont 29 en deuxième région, nous informe Agali Agissa. Ousseini Amion Guindo est venu présider la première conférence régionale de Koulikoro qui a réuni tous les délégués de la région. Et c'est dans la salle de réunion du Conseil des cercles qu'ont démarré les travaux de la conférence. Une conférence régionale qui est la suite logique d'une série d'activités entreprises par le parti de la quenouille. Cette journée est la suite logique d'une série de conférences régionales ayant débuté par la 3e région à Yanforila, puis la 5e et 1re région, notamment à Banyagara au plateau d'Ougan, et à Kenyeba, la ville de l'Or, puis en 4e région, dans la ville de Nyono, et aujourd'hui nous voilà en 2e région, dans la ville de Kati, avec ses légumes verts et ses pommes de terre. D'autres conférences régionales doivent suivre plus tard, celle de Tombouctou, Gao Kidal, pour finir par Bamako, capitale du Mali. Cette rencontre a permis aux délégués et membres du Bureau national d'échanger sur les grandes questions de la nation et de mesurer les forces et les faiblesses du parti. Créée seulement 9 mois avant les élections communales de 2009, la CODEM a enregistré 29 élus, dont 2 maires en 2e région. À quelques semaines seulement des échéances électorales, le parti est implanté dans les 7 cercles où sont réparties les 108 communes que compte la région. Le président du parti, dans son discours, a mis l'accent sur les forces de la formation qui comptent à son actif 8 députés et environ 1000 conseillers communaux.
Le parti a également enregistré des adhésions ces dernières années, des résultats qui peuvent susciter la volonté de briguer la magistrature suprême du pays. Nous, à CODEM, nous pouvons affirmer sans équivoque que nous avons la légitimité de prétendre à gérer ce pays. Nous le pouvons parce que nous avons un programme ambitieux mais réaliste. Nous le pouvons parce que nous avons les ressources humaines nécessaires pour réussir. Les leaders de la CODEM pensent que les besoins des citoyens sont immenses. La sécurité, la santé, l'éducation sont entre autres les grandes préoccupations de nos populations. Le Parti écologiste a tenu aujourd'hui son deuxième congrès ordinaire à Tianfala. Au cours de ce congrès, les dirigeants du parti ont procédé à la relecture des statuts et règlements et au renouvellement du bureau exécutif national. Le bureau de 21 membres sera dirigé par Mme Diallo Fatoumata Bintou Touré, qui se succède à elle-même. Reportage Amadou Ouattara. C'est la commune rurale de Tianfala que les dirigeants du parti écologiste ont choisi pour la tenue de leur deuxième congrès ordinaire. Un choix qui s'explique par plusieurs facteurs. Le choix de Tianfala se justifie largement, vu tous les événements écologistes qui sont en train de se dérouler dans notre commune. Et quand vous prenez la décharge, vous savez, la rive gauche, tous les quartiers de la rive gauche de Bamako doivent déverser leurs ordures dans une décharge qui se trouve dans la commune de Tianfala. Et aussi, vous savez, il y a la forêt classée de Tianfala, une forêt classée depuis 1939. Vous savez qu'il y a les mines de fer qui ont été repérées dans la commune de Tianfala, des actes importants et qui justifient beaucoup la présence du parti écologiste à Tianfala. Au cours de ce congrès, il a été procédé au toilettage des textes et à la mise en place d'un nouveau bureau. Ce nouveau bureau de 21 membres sera dirigé par Mme Diallo Fatoumata Bintou Touré pour un mandat de 5 ans. Et je préfère vous dire d'emblée que nous ne partons pas aux élections en présentant un candidat ou une candidate. Nos ambitions pour les élections, nous voudrons que les élections soient paisibles, que les élections soient transparentes et que les résultats soient vraiment à la hauteur de ce qui a été fait. Et on ne veut pas d'élections contestées. On voudrait aussi une forte mobilisation. Avec pour mission la protection de l'environnement et le développement rural, les écologistes apprécient le système de couplage des élections à venir. Nous sommes d'accord pour le référendum. Bon, il est couplé avec le présidentiel parce que nous pensons que si on le fait ensemble, c'est vrai, on l'a toujours soutenu. Nous avons voulu qu'on économise, mais qu'on ait une grande participation. Et donc, pour nous, je pense qu'avec le référendum et le présidentiel ensemble, on va faire d'une pierre deux coups. Bon, on aurait voulu que ça soit plutôt présidentielle, élection législative, présidentielle, élection communale couplée. Membre du groupement des partis solidaires GPS, le parti écologiste compte de nos jours sur la scène politique un maire et 3 conseillers municipaux. Une délégation du Conseil économique, social et culturel, conduite par son président, Jamil Bitar, s'est rendue du 20 au 25 janvier dernier au Niger. C'était dans le cadre de l'élaboration du recueil annuel 2012 des attentes, des besoins et des problèmes des Maliens établis au Niger. Jamil Bitar, en marge des travaux, a été reçu en audience par le président du Conseil économique, social et culturel du Niger. Les deux personnalités ont fait un large tour d'horizon des relations bilatérales entre le Mali et le Niger. Le président du Conseil économique, social et culturel sera le 30 janvier prochain en Côte d'Ivoire. L'association Tabital Poulakou a tenu sa 3e assemblée générale aujourd'hui. C'était au CICB. L'ordre du jour portait sur l'examen et l'adoption du budget ainsi que sur le plan d'action 2012-2017. Les messages de paix des pays participants ont également été livrés et le bureau renouvelé. Fatoumata Kone.
Les Peuls sont venus d'une vingtaine de pays africains et européens pour participer à cette assemblée internationale de Taboutal-Poulakou. Pour cette 3e édition, il s'agit de faire l'examen et l'adoption du budget ainsi que du plan d'action 2012-2017. Les participants procéderont également au renouvellement du bureau. 10 ans après, nous nous retrouvons pour la 3e assemblée générale ordinaire où nous allons relire le texte et également choisir un nouveau bureau. Nous allons traiter des sujets concernant la culture Peul. Et nous allons prêcher l'entente, la communion, la concorde et l'harmonie avec toutes les autres composantes de la société et des sociétés dans lesquelles nous vivons. La culture Peul est confrontée à certaines difficultés, à savoir l'analphabétisme, l'acculturation des enfants Peul, le manque de transhumance, entre autres. Cette rencontre internationale devra permettre de faire des propositions de solutions en vue d'éviter à la culture Peul de s'effriter. Notre défi, à notre avis, au Mali sera de faire la cohérence entre nos valeurs sociétales traditionnelles et la nécessité de s'ouvrir au monde moderne dans une Afrique en pleine mutation. Nous souhaitons, au cours de cette 3e session ordinaire de Taboutal-Poulakou International, que certaines préoccupations majeures, non seulement du Mali et de l'Afrique, puissent être au cœur de vos échanges et de vos débats. Que la culture soit utilisé comme facteur de développement, comme facteur de paix. Les organisateurs ont remis des cadeaux pour le président de la République du Mali et au roi Al-Hadji Dr Mamadou Barkidou Aliou Mustafa du Nigeria pour leur contribution au rayonnement de la culture Peul. L'occasion était opportune pour les Peuls d'esquisser des pas de danse. Autre assemblée générale, celle de l'Association des témoins et grands témoins du Mali, tenue ce matin. Il a été question de la vie de l'association et de la présentation du recueil intitulé « Le Mali, 50 ans de quête d'indépendance ». Alpha Maïga. Le récit des événements passés, c'est l'histoire. Ces hommes et femmes peuvent compter aujourd'hui les événements de la République. Ils en ont vécu, ils sont des témoins. Ainsi, ils se sont retrouvés en association dénommée Association des témoins et grands témoins du Mali. Cette rencontre est consacrée aux travaux des assises de l'Assemblée générale du mouvement. Nous nous sommes engagés à l'association des témoins et des grands témoins pour la fin de nos travaux de faire un recueil que nous allons livrer au public, et notamment aux jeunes générations, pour laisser un repère. Cette réunion aujourd'hui, c'est pour faire le compte-rendu des activités aux membres et de les présenter le recueil que nous avons promis d'établir. Nous l'avons promis au public et nous l'avons réussi. Il s'agit d'un recueil intitulé « Le Mali, 50 ans de quête d'indépendance, témoignages et réflexions pour l'avenir ». C'est un document de 200 pages édité en 500 exemplaires. Le moins qu'on puisse dire en le parcourant en quelques minutes, c'est que c'est un travail de citoyenneté, j'allais dire surtout d'engagement patriotique. Le résultat, c'est une meilleure connaissance du chemin parcouru. Je pense que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où il est essentiel de savoir d'où nous venons. Des hommes et des femmes se sont battus pour l'indépendance, une indépendance compromise aujourd'hui par la volonté de domination de ceux dont nous avons voulu nous débarrasser. Le document est source d'enseignement. Nous avons l'intention de le déposer dans les bibliothèques pour que les jeunes s'en imprègnent. Et c'est samedi prochain que le recueil sera présenté officiellement au public. Crop Life Mali ou Vie des plantes, c'est le nom de l'association des importateurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques. L'association a tenu ce matin son assemblée ordinaire. À l'ordre du jour, le bilan des activités menées en 2011, le projet de budget pour 2012 et la formation des détaillants et producteurs sur l'utilisation correcte et sans danger des produits phytosanitaires. Fademba Keita. Cette Assemblée générale ordinaire de Crop Life Mali jette un regard rétrospectif sur les activités menées durant l'exercice 2011 d'une part et d'autre part adopter le projet de budget, ce qui pourra faciliter l'accomplissement des missions que se fixe l'association au cours de l'année 2012 qui vient de commencer. C'est une association des importateurs et distributeurs de pesticides au Mali. Effectivement, nous avons créé cette association en février 2002
pour défendre les intérêts de la profession. Au cours de cette assemblée, dégager le budget pour 2012, mais il portera essentiellement sur la formation. On va continuer à former les revendeurs. Et cette formation, c'est pour donner les outils nécessaires pour bien mener leur activité. CropLife Mali regroupe les grands importateurs et distributeurs des produits phytopharmaceutiques du Mali. La mise à la disposition des producteurs de produits de protection des plantes homologuées ou autorisées en vente dans les pays membres du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel-SILS, l'assistance des structures d'État et ONG dans la gestion des produits phytosanitaires sont entre autres missions assignées à CropLife Mali. L'Office de développement rural de Sélingué a tenu la 17e session de son conseil d'administration hier. Avec environ 1,450 milliard de francs CFA environ, l'Office entend dépasser les prévisions de 2012 dans la culture pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Pour ce faire, il compte augmenter la production pour lutter contre la pauvreté dans cette zone. Envoyés spéciaux à Sélingué, Tchadjé Kamara et Mariam Sagara. Plus de 60 000 tonnes de céréales, 7 000 tonnes de poissons, c'est la nouvelle politique de l'ODRS malgré la ruée vers l'or dans la zone qui engloutit toute la main-d'œuvre. Ce départ massif vers les zones aurifères n'entame en rien l'engagement du tout nouveau directeur. Instaurer le dialogue entre tous nos partenaires et mettre en œuvre la politique pour laquelle nous avons été nommés, c'est de gérer au mieux les actifs de l'ODRS. À savoir dynamiser la production. Et pour dynamiser justement la production, il faut travailler sur les infrastructures et l'encadrement. Notre budget cette année est de 1,4 milliard. Nos besoins de financement s'élèvent à 5 milliards pour cette année. Et nos besoins futurs pour les 10 années à venir s'élèvent à 54 milliards de francs CFA. Pour parvenir à ce résultat, les administrateurs ont échangé sur la situation actuelle conformément aux directives des responsables de l'ODRS. Il s'agit là du projet de programme et de budget 2012. L'ODRS a déployé beaucoup d'efforts, parmi lesquels on peut citer l'amélioration des conditions de travail du personnel par l'acquisition de nouveaux équipements informatiques et du matériel de bureau, la rénovation et la modernisation des infrastructures, la remise en état du parc auto, la réception des coopérants chinois dans le cadre de la coopération Sud-Sud, la formulation d'un vaste programme de sécurité alimentaire, l'initiation et le lancement d'un programme spécial de maraîchage pour contrer le spectre de l'insécurité alimentaire dans les zones sèches. Au titre de l'année 2012, l'extension des services, l'aménagement et l'augmentation des superficies irrigables seront poursuivis. La finalisation des 32 étangs de plus de 12 000 m² sera effective. Une école agro-business verra le jour dans le cadre du partenariat public-privé sous les auspices de l'AIDSA. Les activités de promotion féminine seront renforcées avec la rénovation des infrastructures. Avant le début des travaux, le chef de cabinet a tenu à rendre un vibrant hommage au défunt directeur Ibrahima Sibi. Direction la première région, les concertations annuelles des parties prenantes de la CEMOS SA et de Yatela ont pris fin jeudi dernier à Sadiola. Il s'agissait de renforcer et de maintenir de bonnes relations de cohabitation entre les différents acteurs. Idrissa Goulou Sissoko nous en dit plus sur ces concertations. En organisant ces concertations annuelles qui sont leur 9e édition, les sociétés CEMOS SA et Yatela entendent mettre en œuvre une des valeurs de leur société, à savoir, je cite, « Les communautés et sociétés au sein desquelles nous travaillons seront mieux nanties après le passage d'Anglo Gold à Chantilly. » Fin de citation. 3 jours durant, les parties prenantes ont échangé autour des activités réalisées et les perspectives des activités annuelles des 2 mines, la mise en œuvre des recommandations des concertations passées et formuler des recommandations pouvant garantir la mise en œuvre des activités dans un climat apaisé et serein. Nous avons voulu d'abord créer un espace d'échange avec les parties prenantes et aussi maintenir ce dialogue avec toutes les parties prenantes. En fait, par parties prenantes, nous voulons dire tous ceux qui ont un intérêt quelconque dans l'exploitation de ces différentes mines ou bien qui reçoivent les impacts directs ou indirects de ces mines. Donc, nous avons pensé que sans le dialogue, la concertation et la communication avec ces acteurs-là, donc tous les efforts seront voués à l'échec.
Les autorités régionales se réjouissent de la tenue régulière de ces concertations. Dans le cadre de leurs responsabilités sociales, CEMOS SA et Yatela SA continuent à accompagner les communautés dans l'amélioration de leurs conditions de vie, et cela conformément à la politique générale des mines Anglo-Gold Ashanti. Les actions réalisées dans la concrétisation de cette politique s'inscrivent parfaitement dans le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté et dans les objectifs du millénaire pour le développement. Pour cette année, des recommandations ont été formulées, entre autres, accélérer le processus de financement pour la construction et le bitumage de la route Kayi-Sadiola-Kéniéba, poursuivre le renforcement des structures socio-sanitaires et leurs équipements, étendre le plan d'action pour le développement intégré PADI aux autres villages de la commune de Sadiola. 1962-2012, l'école de Sarakala, dans la région de Ségou, a fêté hier ses 50 ans par des manifestations folkloriques et des jeux de marionnettes. L'événement a regroupé autour des autorités scolaires, les anciens élèves de l'établissement et les partenaires de l'école de Sarakala. Reportage de Fousseni Samaki. L'école fondamentale de Sarakala, située à la sortie du pont de Markala, qui a ouvert ses portes le 1er octobre 1962 avec des salles de classe en banco à 50 ans. C'est avec les pas de danse, les jeux de marionnettes, musique traditionnelle, entre autres, que les habitants de Sarakala ont célébré ce cinquantenaire. L'occasion pour les autorités scolaires et les partenaires de cette école de réitérer leur disponibilité pour accompagner cette école. De sa création à nos jours, l'école de Sarakala a formé plein de cadres qui aujourd'hui versés dans le système de développement du pays. Le village de Sarakala est rentré dans l'histoire de la vie éducative de la 4e région. L'école de Sarakala, il s'agit de réfléchir, de restituer au village de Sarakala et son école le respect, prendre en compte ses préoccupations. Le premier élève inscrit à cette école a invité les élèves et encadreurs à suivre l'examen de leur aîné, tel que le docteur Moribo Traoré de la direction régionale de la santé de Ségou, Oumar Baroussoumonou, député à l'Assemblée nationale, Bourama Zerbo, directeur adjoint de la BCAO à Dakar, pour ne citer que cela. J'étais le premier élève à être inscrit à l'école un mardi 2 novembre 1962 sous la direction de Ahmed Ségou Bounama Touré, qui était notre premier enseignant et notre directeur. Et l'appel que j'ai à lancer pour les autorités communales et locales, c'est vraiment d'aider cette école, les cadres qui ont les moyens qui sont sortis de cette école, vraiment de nous aider à faire une clôture de cette école et pour que ça puisse fonctionner normalement comme les autres écoles. L'école de Sarakala compte aujourd'hui 245 élèves, dont 96 filles encadrées par 9 enseignants répartis entre 6 classes. Inauguration hier à Chokoro, dans la commune rurale de Dogo, en 3e région, d'une unité de production de beurre de karité biologique et d'un centre de formation pour femmes, entièrement financé par l'association allemande Außer der Hoffnung, ou Maison de l'Espoir, à hauteur de 130 millions de francs CFA. Envoyés spéciaux, Diamba Moussa Konaté et Toumani Diabaté. La région de Sikasso et plus particulièrement le cercle de Bougouni est considéré comme le plus grand producteur de beurre de karité. C'est pourquoi la coopérative Djigiyabon de Chokoro, dans la commune rurale de Dogo, a décidé de mettre en place une unité de production de beurre de karité biologique et un centre de formation des femmes. La concrétisation de ces actions de développement a été soutenue par l'association allemande Außer der Hoffnung, ou Maison de l'Espoir, à hauteur de 130 millions de francs CFA. Les femmes constitueront une main-d'œuvre forte de l'usine à travers les activités de ramassage, de traitement des noix de karité, la production du beurre de karité, mais aussi la transformation des sous-produits de l'usine. Les hommes seront impliqués dans la traçabilité des zones de ramassage de noix bio et également le suivi et la protection de l'arbre à karité et de l'environnement en général. Bâti sur une superficie de 2 hectares, l'infrastructure comprend entre autres une salle de conditionnement de beurre de karité, un laboratoire et 2 salles de formation. Tour à tour, les autorités communales et administratives ont salué l'initiative. Il s'agit surtout d'améliorer la qualité des produits, de garantir la régularité des approvisionnements et la commercialisation, de faciliter l'accès des femmes aux équipements, au marché et au crédit afin d'augmenter leurs revenus.
Pour une capacité de production d'1 tonne d'amande par jour, ces réalisations méritent sans doute d'être bien entretenues par tous les habitants de la localité de Dogo. Parlons à présent football, Coupe d'Afrique des Nations. Le Ghana vient de prendre une bonne option pour la qualification en quart de finale. Au compte de la deuxième journée du groupe D tout à l'heure, les Black Stars ont battu les Aigles du Mali par le score de 2-0. En première heure, le sélectionneur national de la Guinée-Conakry s'est relancé dans la compétition en étrayant le Botswana par le score de 6-1. Fatigué Toukara pour le résumé de ces deux matchs. Battus tous deux lors de la première journée, les Botswana et la Guinée-Conakry ont chacun les couteaux sous la gorge en abordant cette deuxième journée du groupe 2. Sur du sable mouvant, le sélectionneur national de Guinée vêtu de rouge, jaune et vert, de haut en bas, a dû cravacher dur pour se mettre dans le sens de marche dans le score dès la 15e minute de jeu par Sadio Diallo. L'attaquant permet à la Guinée de concrétiser sa domination. 1-0 pour la Guinée. La joie du sélectionneur national sera de courte durée, puisqu'à la 21e minute de jeu, une erreur monumentale de la défense guinéenne permettra aux zèbres botswanais d'obtenir ce penalty tiré 2 fois par Diftongo selon Luan pour établir la parité. Un but partout, c'est fait alors le début du calvaire des Botswanais. Ils prennent de plein fouet la réaction des Guinéens, marquant coup sur coup 3 autres buts au 27e, 42e et dans les ultimes secondes du temps additionnel, respectivement par Sadio Diallo pour son doublé personnel, Abdul Razaki Kamara et Ibrahim Traoré. 4-1 à la mi-temps pour la Guinée. Avec ces résultats cumulés à la réduction numérique des Botswanais, le reste ne sera qu'une formalité pour le sélectionneur national qui s'impose au finish par 6-1. Après sa défaite 1-0 contre le Mali, la Guinée se relance ainsi de fort belle manière dans le groupe 2 où elle attendra des pieds fermes le Ghana. Des Ghanéens de Blaventure qui affrontent ici les Aigles du Mali dans ces matchs de vainqueurs de la première journée du groupe 2. Alors que l'on s'entendait à une grande rencontre, on va plutôt assister à un match bien terne, cependant émaillé de quelques éclairs ghanéens à l'image de cette tentative. Moins percutant devant, les Aigles du Mali se montrent finalement dangereux sur ce coup franc de la 38e minute de jeu, frappé par Cheikh Tidiane Diabaté qui échoue sur le poteau du portier ghanéen. La balle refuse d'entrer dans le but et on en reste là à la mi-temps. À force d'essayer, les Black Stars sont finalement récompensés de leurs efforts en seconde période avec l'ouverture du score à la 63e minute de jeu sur ce coup franc de Asamoah Gyan. 1-0 pour le Ghana qui double la mise à la 76e minute de jeu après ce numéro exceptionnel d'André Ayou dans la défense malienne pour mettre le but du break. 2-0 pour le Ghana, plus rien ne change. Les Black Stars prennent ainsi une sérieuse option pour la qualification en quart de finale, mais tout reste encore indécis dans ce groupe à jamais relancé. C'est le résultat de la 3e et dernière journée, mercredi, pourront nous édifier. Voilà, on reste confiant, rien n'est perdu pour le Mali qui continue d'ailleurs de recevoir du soutien. Le port autonome de Cotonou vient d'apporter son soutien aux Aigles du Mali à travers la Fédération malienne de football. Le port vient d'offrir un chèque d'1 500 000 francs CFA aux Aigles. La cérémonie de remise a eu lieu au siège du Conseil malien des chargeurs, suivi par Abdul Karim Kaba. Pour encourager les Aigles, le port autonome de Cotonou a donné une somme symbolique d'1 500 000 francs CFA. Le football est un élément fédérateur. Les Béninois, étant absents à cette phase finale, comptent sur le Mali pour les faire rêver. Et ce geste, c'est sur initiative et recommandation du directeur général du port autonome de Cotonou qui a eu ce geste. Pourquoi? Parce que le Mali, pour le port autonome de Cotonou, reste une relation très très importante parce que nous avions beaucoup de choses en vue et certains ont commencé par se développer. Le parrain de la cérémonie a exprimé sa satisfaction avant de remercier les responsables portuaires de Cotonou. Vous avez voulu par ce geste généreux, je dirais, préciser certaines choses, certaines relations, certains privilèges, la qualité de la relation existante entre le Conseil malien des chargeurs et le port autonome de Cotonou. Vous avez aussi voulu, par ce geste, marquer aussi la qualité de la relation que dorénavant vous voulez entretenir avec les Aigles. Pour la Fédération malienne de football, ce geste du port autonome de Cotonou, à travers la Ligue de football du district de Bamako, vient à juste titre. À la fin de la cérémonie, tous ont souhaité que les Aigles puissent aller jusqu'au bout dans cette CAN 2012.
Demain, la troisième journée des matchs de poule de la CAN démarre avec à 18 h Guinée équatoriale Zambie et au même moment, le Sénégal sera face à la Libye. Et bien entendu, nos sportifs vous retrouveront avant et après les matchs pour le décryptage. Autre rendez-vous à retenir pour demain midi. N'oubliez pas, Actu Hebdo, la rétrospective de l'actualité avec au sommaire le Forum national de l'eau et de l'assainissement, mais aussi la célébration de la journée internationale des douanes. Les invités de Youssouf Touré seront Amidou Bakaga, sous-directeur de la réglementation, de la fiscalité et des relations internationales à la Direction générale des douanes, et Adama Dambélé, secrétaire à la communication du partenariat national de l'eau. Actu Hebdo, donc c'est demain à partir de 12 h. Je vous retrouve juste après à 13 h pour une autre édition. Merci d'avoir suivi donc celle-ci. Très bonne suite de programme à tous sur l'ORTM.